parce qu'en général, il ne se passe rien dans un système isolé. Ce qui va nous intéresser, c'est 2 types de systèmes, mais le plus, hein, celui où on va le plus travailler, c'est celui, qui est le système qui est fermé, c'est-à-dire qui échange de l'énergie avec le milieu extérieur, donc qui peut en céder ou qui peut en recevoir, mais qui n'échange pas de matière. Cet aspect-là, hein, du système ouvert, on ne le verra que lorsqu'on étudiera les transitions de phase. Et donc, ce que l'on a vu aussi, c'est que pour ce type de système, un système fermé, donc, et qui échange de l'énergie avec le milieu extérieur, en fait, on avait 2 types possibles de sources, d'échange, soit un échange sous forme d'énergie mécanique, soit un échange sous forme d'énergie thermique. Bah, évidemment, les 2 peuvent aussi avoir lieu simultanément, mais c'est finalement, ce que ce transform me dit, c'est qu'il ne peut y avoir que 2 types de sources d'énergie avec un milieu extérieur et de sources d'échange. C'est l'énergie mécanique et l'énergie thermique. Et donc, ce sont ces 2 aspects très différents que l'on va maintenant définir. Alors avant, malgré tout, de définir ce qu'est l'énergie mécanique et ce qu'est l'énergie thermique et les conséquences que ça a sur l'évolution d'un système thermodynamique, on avait ici commencé à passer en revue quelques définitions assez fondamentales malgré tout de la thermodynamique et il y a pas mal de définitions à ce niveau-là. D'abord, bien comprendre la différence entre une grandeur intensive et une grandeur extensive. Donc ça, je pense que c'est assez clair. Il suffit simplement de s'imaginer ce qui se passe lorsque je double la taille de mon système et qu'est-ce qui va doubler ou qu'est-ce qui va rester inchangé. Donc pour les grandeurs intensives, hein, une grandeur intensive, c'est une grandeur qui reste inchangée lorsque je change la taille du système, contrairement aux grandeurs extensives. Je mettais à peu près la manière. Et donc, je vais maintenant définir, toujours dans ce catalogue de grandeurs thermodynamiques que l'on va voir, avec lesquels on va travailler, je vais définir maintenant des coefficients thermodynamiques qu'on appelle les coefficients thermoélastiques. Si vous vous souvenez du cours qu'on avait fait sur l'athérocinétique des gaz, je vous avais présenté ces 2 personnages qui avaient étudié la variation en fonction soit de la pression, soit du volume, des propriétés thermodynamiques d'un gaz parfait. Et ça avait donné lieu à 2 lois, hein. On avait, pour la loi de Gay-Lussac, qui est ici, montré que le rapport pression sur température, eh bien, il était constant à volume constant. Et pour la loi de Charles, il avait montré que volume sur température était constant à pression constante. Et que si on faisait évoluer, alors si je prends ici la loi de Gay-Lussac, donc vous prenez un gaz parfait, et vous allez tracer la loi de variation. Imaginez l'expérience suivante. Vous mettez un gaz parfait dans une enceinte thermique avec le milieu extérieur, mais en revanche, un échange mécanique qui va permettre de comprimer ce gaz. Donc, imaginez, bah, c'est un petit peu ici l'expérience suivante. Donc, donc on cherche à maintenir le volume constant, d'accord, dans cette relation-là. Et donc, la température et la pression varient. Donc, je répète, hein, vous prenez une enceinte ici, vous mettez votre gaz parfait à l'intérieur, et à la limite, vous mettez ça sur une plaque chauffante. Et vous faites chauffer le gaz à l'intérieur de l'enceinte. Donc, le volume reste constant. Et si la température à l'intérieur de l'enceinte, ne serait-ce qu'en se référant à l'intériorisation des gaz, l'énergie cinétique de translation des molécules du gaz parfait va augmenter et le nombre de chocs sur la paroi va également augmenter, ce qui est en fait le reflet de l'augmentation de la pression. Donc voilà un petit peu le genre d'expérience très simple qu'on peut réaliser pour étudier cette loi de variation. Donc une enceinte totalement rigide, mise en contact avec une plaque chauffante, donc avec une source thermique, et on fait varier la température. Et on trace dans ce diagramme l'évolution, eh bien, par exemple, de la pression. Donc vous mettez un capteur de pression à l'intérieur de l'enceinte, vous ici avec votre plaque chauffante, puis vous mettez aussi un capteur de température, et donc vous pouvez faire tracer ce type de courbe. Ce que l'on sait, c'est que on a une variation qui est totalement linéaire. C'est la loi de Gay-Lussac. Et ce qu'on a vu également avec Avogadro, c'est que, évidemment, à un moment, ce gaz va se liquéfier, mais si je prolonge hypothétiquement cette loi de variation vers les plus basses températures, eh bien, quel que soit le gaz parfait que j'étudie, je vois que le prolongement de ces courbes
ici pression-température du gaz vers les basses températures, c'est qu'on se rejoindre en un point unique qui correspond à la température absolue de moins 273,15 degrés Celsius. Donc ça, c'est le genre d'expérience effectivement qui a été réalisé par Gay-Lussac et qui lui a permis de montrer que le rapport P sur T était constant. Et donc, et on avait une variation qui était linéaire ici. Si je reprends cette loi de variation linéaire, hein, l'équation de la droite, la loi de Gay-Lussac à volume V0 ici constant me dit que la pression varie sous la forme suivante. C'est un facteur P0, que la pression P, c'est un facteur P0, facteur de 1 plus bêta, donc un coefficient qui est le coefficient directeur de cette droite, fois TC, TC, la température, en degrés Celsius. Donc T indice C pour indiquer que c'est la température prise en degrés Celsius. Au passage, vous voyez que lorsque TC est égal à 0 degrés Celsius, donc en ces points-là, eh bien la pression vaut cette pression de référence qui est P0. Et donc, on a introduit ici un coefficient, qui est le coefficient directeur de cette droite, qui est ce qu'on appelle un coefficient thermoélastique, dont je vais donner une définition plus générale par la suite, parce que ce coefficient thermoélastique me dit comment un composé voit sa pression varier si sa température varie, à volume constant. Le même genre de loi a été établi par Jacques Charles, à peu près à la même époque, où au lieu de faire S constant, il roule cette expérience, si on veut un petit peu se donner une idée du genre qu'on peut réaliser. Eh bien, imaginez, vous avez ici une enceinte dans laquelle vous avez votre gaz, et je mets ici un piston mobile donc, le fait que le piston ici soit mobile me dit que la pression qui est à l'intérieur du gaz est équilibrée avec la pression extérieure quand je suis à l'équilibre. Et donc, je mets, comme précédemment, le gaz en contact avec une plaque chauffante. Mettez là-dedans un capteur de température. Bon, le volume orange, ce n'est pas très compliqué à calculer. Vous chauffez, par exemple, le gaz. Le gaz va se dilater. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la pression restant constante, le piston va se déplacer dans ce sens-là, si vous augmentez la température. Donc, la température augmente. Du coup, le volume va également augmenter. Donc, si T croît, à ce moment-là, votre piston va se déplacer dans ce sens-là, indiquant une augmentation de volume. Mais on reste du coup à pression constante, parce que cette pression qui est à l'intérieur du gaz est en équilibre avec la pression extérieure. Ça, c'est le genre de petit exercice qu'on sera amené à faire, enfin, vous serez amené à faire assez régulièrement. Faites bien attention, lorsqu'on a un piston qui est mobile, la pression intérieure est en équilibre avec la pression extérieure. Si ce n'était pas le cas, le piston se déplacerait. Donc là, progressivement, vous augmentez votre température, votre piston se déplace, mais on a toujours équilibre des pressions entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà le genre d'expérience que probablement Jacques Charles a réalisé en son temps. Et puis, comme précédemment, on va pouvoir tracer ici la courbe, la loi de variation du volume avec la température à pression constante. Et ce que l'on observe, eh bien, comme précédemment, c'est que l'on observe dans des droites. On a des droites. Donc, toujours, hein, quand on a ici, si on prolonge ces droites, donc si je prends différents gaz parfaits, et si je regarde leur loi de variation volume en fonction de la température, j'ai donc des droites. À un moment, ces gaz vont se liquéfier. Là, ici, vous remarquez, dans ce sens-là, je fais au contraire, je diminue la température. Donc, la température diminuant, le piston va se déplacer évidemment ici dans l'autre sens, se liquéfier. Mais si je prolonge en pointillé les variations linéaires de volume avec la température pour ces différents gaz, comme précédemment, j'observe que ces différentes courbes se rejoignent en un point unique qui correspond à un volume qui serait zéro. Le gaz se serait totalement comprimé. Mais encore une fois, c'est un point hypothétique. Et la température correspondante est de moins 273,15 degrés Celsius, qui est la température effectivement absolue, le zéro absolu. Et donc, comme précédemment, on peut écrire la loi de variation du volume avec la température. Donc, on a une loi linéaire, donc on a V qui est égal à V0, un coefficient, facteur de 1 plus alpha, cette fois-ci TC. Alpha est également ce qu'on appelle un coefficient thermoélastique. Il mesure la dilatation d'un gaz lorsqu'on est à pression constante.
alors que dans le cas précédent, il mesurait la dilatation d'un gaz lorsqu'on était à volume constant. Encore une fois, si vous regardez dans cette relation-là, ce coefficient alpha ici, eh bien, non, le facteur V0 qui est ici correspond au volume du gaz lorsque la température est de 0 degré Celsius. Bon. Vous voyez que ces grandeurs-là, on peut les mesurer assez facilement. Et ce qui est intéressant, c'est la connaissance de ces deux coefficients, parce que finalement, si vous connaissez alpha et bêta, vous connaissez tout le comportement de votre gaz parfait en fonction en fonction de la température. Donc alpha et bêta, c'est ce qu'on appelle des coefficients thermoélastiques. Ces coefficients thermoélastiques, ce n'est pas uniquement l'apanage des gaz, hein. On peut aussi les définir dans l'état liquide et dans l'état solide. Donc les coefficients thermoélastiques s'introduisent très naturellement à partir du moment où on mesure expérimentalement le comportement de matériaux, liquides, solides ou gazeux, lorsqu'on fait varier soit la température, soit la pression. Et donc, si je regarde le coefficient alpha tel que je l'ai défini dans le transparent précédent, pour le coefficient alpha ici, on travaille à pression constante et on regarde la variation de volume avec la température. Autrement dit, étudier la variation d'un volume avec la température à pression constante revient à définir la dérivée à pression constante. Avec un facteur ici qui est un surV, c'est juste pour avoir une unité en Kelvin-1. Et ce coefficient alpha, donc, que j'avais introduit dans mon transparent précédent, de manière générale, il s'écrit de la façon suivante: alpha est égal à 1 sur V, dV sur dt à pression constante. C'est ce qu'on appelle le coefficient de dilatation isobantation. Ici, par exemple, ce serait un ballon que vous chauffez. Donc, vous chauffez l'air qui est à l'intérieur de ce ballon. Comme je vous l'indiquais précédemment, eh bien, la pression à l'intérieur du ballon est en équilibre avec la pression extérieure. Mais vous voyez que l'air qui est ici, se dilate avec la température et va occuper un volume plus grand que si j'étais à une température plus basse. Voilà en gros ce que mesure ce type de coefficient alpha, coefficient de dilatation isobare. Et donc ce coefficient de dilatation isobare, avec cette définition générale, d'abord, comme je vous l'indiquais, ce coefficient alpha a une unité qui est le Kelvin-1, puisque vous avez ici un volume divisé par une température, et vous avez 1 sur V ici. Donc ce sont des Kelvin-1. Le coefficient alpha s'exprime en Kelvin-1. Et donc, ce coefficient alpha représente la variation relative de volume. Donc, le relatif, c'est parce qu'on a un sur V en facteur. Variation relative de volume résultant d'une variation de température, delta T, à pression constante P. Ça, ici, c'est l'exemple typique pour un gaz, mais pour un solide, eh bien, on sait que les matériaux solides voient leur volume et la température. Ça peut avoir des conséquences assez spectaculaires. Donc ici, c'est une photographie d'un rail de chemin de fer et qui s'est, au cours du temps, totalement déformé parce qu'effectivement, en fonction des variations de température, eh bien, on a des variations de volume de ce solide. Donc, le coefficient alpha, certes, dans le transparent précédent, je l'ai introduit à partir de la loi des gaz parfaits, mais encore une fois, ce coefficient, il peut aussi se mesurer dans les solides. Il suffit simplement de prendre, alors il y a des techniques, hein, ce qu'on appelle expérimentalement, l'appareil, ça s'appelle un dilatomètre, justement. Donc il mesure comment un corps se dilate sous l'effet de la température. Alors pourquoi celui d'à côté n'est pas déformé? J'en ai strictement aucune idée. C'est une diapo que j'ai récupérée parce que je trouvais que le rail était intéressant. Alors, il y a peut-être parce qu'il est fait dans un autre matériau. Enfin, je ne pourrais pas vous dire pourquoi ceux d'à côté ne sont pas déformés. Mais on voit effectivement que, alors celui-là, c'est carrément, c'est très, très, très spectaculaire. Autant vous dire que cette voie-là ne fonctionne plus du tout. D'ailleurs, plus les traverses. Le coefficient alpha va dépendre de la température, va dépendre du matériau, pardon. Par conséquent, vous avez des matériaux qui vont se déformer plus ou moins avec la variation de température. Donc certains vont effectivement mieux résister à ces variations de température que d'autres. Si par exemple, une concentration en carbone différente entre ce rail-là et ce rail-là, eh bien celui-ci ne se déforme pas parce que justement son coefficient alpha, oui, mais ma connexion à Internet est instable, j'espère que ça va de votre côté.
Donc, voilà, il suffit que simplement qu'on n'ait pas la même concentration en carbone dans cet acier-là, et du coup, on ne va pas avoir le même type de comportement. Mais c'est voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'effet que peut avoir ce genre de phénomène. Alors, donc, ça, c'est le coefficient alpha. Dans le transparent précédent, on a vu avec ici que donc on avait introduit un autre coefficient bêta qui était donc la variation de pression à volume constant. Par exemple, alors oui, mais plus c'est cassant. Le problème, c'est que voilà, quand on fabrique un acier, en fait, on met du carbone dans du fer. Effectivement, on modifie les propriétés mécaniques de ces matériaux. L'acier est il a des propriétés plus élastiques, mais et en revanche, il casse à plus basse température. Donc, il y a un bon compromis à trouver sur la conception du matériau. Ouais, plus rigide. Autre exemple que j'aurais pu mettre, c'est la glace, hein. On sait que bon, un glaçon, ben, il se dilate avec la température. Du temps précédent, on avait fixé le volume et on regarde comment la pression. euh, non, pardon, c'est l'inverse. Quand on fabrique un acier, alors d'abord, il faut avoir en tête le diagramme de phase de l'acier. Donc ça, c'est un diagramme un peu compliqué parce qu'en fait, il a fait intervenir deux composés qui sont le fer et le carbone. Et donc, en fonction du fer, de la concentration en fer et en carbone, on peut avoir même des températures de fusion qui sont différentes. D'ailleurs, je me semble que dans le tout premier cours, je vous avais même projeté, je crois, justement le diagramme de phase de fer-carbone, donc des aciers. Et donc, on a aussi des températures de fusion qui sont différentes, donc les propriétés thermodynamiques sont différentes. Et effectivement, ce que l'on fait, c'est qu'on peut mesurer le coefficient alpha en fonction des concentrations. Donc, on peut très bien imaginer un diagramme, concentration en fer, coefficient alpha, et de voir comment ce coefficient alpha varie avec cette concentration pour élaborer le matériau dont on veut les meilleures propriétés. Donc l'autre coefficient qu'on a introduit, c'était le coefficient bêta. Donc on appelle le coefficient de compression isocore. Donc isobar, évidemment, c'est à pression constante. Ça, c'est ce que je vous ai dit la fois dernière. Isotherme, température constante. Isobar, pression constante. Isocore, volume constant. Et donc le coefficient de compression isocore bêta, c'est la variation de pression, dP, lorsque la température varie et qu'on maintient V, le volume constant. Donc, vous avez eu les premiers TD pour bien comprendre ce genre de notation, hein. C'est une dérivée partielle, le D ronde, parce que la pression dépend de la température et du volume. Donc, comme vous ne dérivez que par rapport à une seule variable qui est la température, on va mettre une dérivée partielle, dP sur dt. Et entre parenthèses, en indice, ici, on indique que cette dérivée partielle de P par rapport à T, elle est effectuée lorsqu'on maintient l'autre variable, du coup, constante. Donc, le coefficient de compression isocore bêta, c'est 1 sur P. Donc, ça représente la variation relative de pression résultant d'une variation de température à volume constant. Et donc, ce coefficient de bêta, c'est 1 sur P, dP sur dt à volume constant. Comme pour le coefficient alpha, le coefficient bêta s'exprime en Kelvin moins 1. Un exemple de mesure de ce coefficient de compression isocore, c'est ça. Alors, ça ne vous parle pas, c'est ce qu'on appelle une enclume diamant. En fait, quand on peut très bien prendre un matériau, le coincer entre deux diamants pour maintenir la pression constante. Et donc, on appelle ça une enclume diamant. Ensuite, on peut faire varier la température.
Et comme le volume est maintenu constant entre ces deux diamants, eh bien, on va avoir une forte augmentation de pression ici dans le matériau. C'est un dispositif qui est utilisé pour faire ce qu'on appelle de la diffraction des rayons X pour étudier la structure du matériau qu'on met ici. On envoie des rayons X là-dessus. Ces rayons X vont diffracter et la figure de diffraction va me permettre de remonter à la façon avec laquelle les atomes se répartissent à l'intérieur du matériau et aussi les distances entre ces atomes. Donc ici, comme on est à pression constante, ça veut dire que les distances ne changent pas. Le matériau ne peut pas se dilater. Il y a juste sa pression qui va augmenter. Donc voilà, ça c'est pour les coefficients alpha et bêta, mais vous avez un troisième coefficient thermoélastique qu'on appelle le coefficient de compressibilité isotherme. Les mots sont bien choisis en thermodynamique. Donc ici, compressibilité. Donc on regarde comment il est compressible, et comprimer quelque chose, c'est faire varier son volume. Et isotherme à température constante. Donc ce coefficient de compressibilité isotherme, qu'on le note qui indice T, il est proportionnel à la variation de volume avec une variation de pression. Compressibilité isotherme à température constante. Là, il manque le T, tiens, je n'avais pas remarqué. Il manque l'indice T pour indiquer que ça se fait à température constante. Donc, qui de T, d'abord, c'est une variation relative de volume résultant d'une variation de pression, alors que le coefficient bêta, c'est une variation relative, alpha, c'est une variation relative de volume résultant d'une variation de température. Donc ici, le coefficient de compressibilité, variation relative de volume résultant d'une variation de pression à température constante. Et là, si vous regardez les unités, ce coefficient qui a les dimensions de l'inverse d'une pression, donc s'exprime en Pascal moins 1. Donc voilà, ça, ce sont ce qu'on appelle les coefficients thermoélastiques. Ils permettent de décrire comment un gaz se comporte lorsqu'on fait varier soit la température, soit la pression. En fonction du gaz, ce gaz va, par exemple, se dilater plus ou moins. C'est de toute façon ce que représentent ces courbes ici, puisque ça représente les pentes de ces trois gaz, mais on peut le faire aussi pour les liquides et pour les solides. Pour les solides, une petite remarque justement sur ce coefficient de compressibilité. Donc, vous imaginez l'expérience suivante. Vous prenez une enceinte, et cette enceinte, elle permet les échanges thermiques avec le milieu extérieur. Autrement dit, en fonction de ce que je vous ai donné comme définition, cette enceinte va être qualifiée de diathermane ou de ditherme. Donc, si l'enceinte est diathermane ou ditherme, eh bien, ça voudra dire que la température à l'intérieur de l'enceinte est la même que la température extérieure. Et donc, si vous faites varier la pression, vous allez pouvoir mesurer la variation de volume correspondante. D'accord ? Donc, à température constante. Donc, pour cette expérience-là, il suffit simplement d'avoir une enceinte avec un piston mobile, que vous pourrez comprimer votre piston, mais cette enceinte est diathermane, ce qui fait que la température, elle reste constante par rapport avec le milieu extérieur. Je peux faire le dessin si vous voulez. Donc, vous prenez une enceinte, comme ceci, un piston mobile, et l'enceinte est diathermane. Donc, vous avez la température qui est extérieure, elle est la même que la température intérieure de l'enceinte sera la même que la température extérieure, parce que vous avez les échanges thermiques qui sont autorisés. Et puis, par exemple, vous comprimez, vous appuyez sur le piston, vous allez donc comprimer votre gaz, et vous allez donc pouvoir facilement mesurer effectivement le volume du gaz en fonction de la pression que vous exercez. Et c'est ça qui va vous donner ce coefficient de compressibilité isotherme. Il se trouve que c'est assez logique, si vous prenez mettez un gaz dans l'enceinte, un gaz, on sait que ça se comprime très facilement. D'accord ? Les solides peuvent se comprimer. Alors évidemment, c'est un peu plus difficile de comprimer un solide. En revanche, les liquides, eux, sont qualifiés d'incompressibles. Un liquide est très, très faiblement compressible. Donc, je répète, un gaz est fortement compressible, un solide est compressible raisonnablement, disons, et en revanche, les liquides sont pratiquement incompressibles. Ça dépend en fait au niveau moléculaire des espaces libres qu'il y a au sein de la matière. Or, dans un gaz, on sait qu'un gaz est un milieu qui est fortement dilué. Par conséquent, il y a beaucoup de vide dans un gaz. Vous avez vos atomes qui se baladent de gaz, mais il y a une grande distance entre ces atomes. Par conséquent, on peut facilement comprimer un gaz. Dans un solide cristallin, il y a moins de place, mais un solide cristallin, c'est un arrangement périodique d'atomes
Donc, par exemple, vous avez un atome, si vous prenez la structure cubique, vous avez des atomes qui sont répartis comme ceci au sommet d'un cube. Hop, hop, voilà. Et donc, il y a encore pas mal d'espace libre, ce qui fait que quand on comprime, eh ben, on va simplement diminuer le volume de cette maille élémentaire ou le volume du solide. En revanche, un liquide, lui, un liquide, si je regarde la structure d'un liquide, on va plutôt avoir quelque chose qui serait comme ça, vous voyez, dans un liquide. Ça, c'est un liquide. Et donc, oui, il y a très peu d'espace libre dans un liquide, ce qui fait qu'un liquide est beaucoup plus difficilement compressible. Alors, oui, donc effectivement, vous avez remarqué cette petite formule qui est ici. Là, il y a un facteur P. Ça, c'est un jeu avec les dérivées partielles. Comment un solide peut-il être plus compressible qu'un liquide? Ah non, non, les molécules dans un solide sont moins rapprochées que dans un liquide. Là, c'est le liquide. Là, dans un solide, il reste encore pas mal d'espace libre. Donc, un solide est plus facilement compressible qu'un liquide. Ces trois coefficients, thermoélastiques, alpha, bêta et chi, vérifient entre eux la relation qui est ici. Alpha est égal à P fois bêta fois chi. Alors ça résulte d'une relation mathématique qui est relativement simple, qui me dit que, alors par exemple, dV sur dt à pression constante fois dt sur dp à volume constant fois dp sur dv à température constante est égal à 1, est égal à moins 1. Est égal à moins 1. Une relation que peut-être, je ne me souviens plus des feuilles de TD que j'ai envoyées, mais il n'est pas possible qu'on la redémontre. Mais c'est, oui, effectivement. Et ça, c'est une relation. Alors, c'est une relation qui est vraie pour n'importe quel type de dérivée partielle. Si vous avez une fonction de trois variables x, y, z, eh bien, vous pouvez écrire, le rouge, c'est pas terrible. Jaune, ce sera plus parlant. Ah ouais, ok. Bon, si vous l'avez démontré, c'est parfait. Je ne me souvenais plus hein, si ça avait été démontré. Et donc, du coup, vous voyez, un intérêt de cette relation cyclique, c'est qu'effectivement, on a entre les coefficients alpha, bêta et chi la relation qui est indiquée ici. Donc, voilà pour les coefficients thermoélastiques. Alors, j'ai toujours pas commencé à parler vraiment de ce qu'est l'énergie thermique et l'énergie mécanique. J'en suis encore à passer en revue toutes ces définitions fondamentales de la thermodynamique. Parmi ces, donc on a vu qu'en thermodynamique, il existait ce qu'on appelle des variables thermodynamiques, c'est-à-dire en fait, c'est les grandeurs qui sont susceptibles de varier en fonction des propriétés du système. Et ce que l'on a vu, alors ces variables thermodynamiques, on les appelle également des variables d'état, parce que ce sont elles qui vont déterminer l'état thermodynamique de votre système. En ce qui nous concerne, nous, les variables d'état avec lesquelles on va travailler sont le volume, la température et la pression. Bon. Ces variables d'état, on le sait, d'abord, elles dépendent les unes des autres. C'est-à-dire que le volume d'un corps dépend aussi de sa pression et de sa température. Donc V est une fonction, c'est ce que j'ai indiqué ici, V est une fonction de la pression et de la température. De la même façon que la température d'un corps va dépendre de son volume et de sa pression. Donc ces variables sont des variables d'état. Et du coup, puisqu'elles dépendent les unes des autres, elles sont forcément reliées entre elles par une équation mathématique, une relation mathématique. Et la relation mathématique qui lie entre elles ces variables d'état, c'est ce qu'on appelle une équation d'état. Donc, dans le cas qui va nous intéresser, nous, principalement, mais encore une fois, il faut avoir en tête que la thermodynamique ne s'applique pas seulement à des systèmes où on étudierait pression, volume et température, elle s'applique à tout. C'est ce que je vous avais montré au travers des transparents, des premiers transparents, c'est que la thermodynamique, c'est la branche de la physique qui s'intéresse à l'énergie. Alors, à partir du moment où on s'intéresse à l'énergie, on s'intéresse à toute forme possible de vie ou de quoi que ce soit. Et donc, puisque c'est ce qui va principalement nous intéresser, la pression PV et T sont les variables d'état du système que l'on étudie, un gaz, un liquide ou un solide,
À ce moment-là, ce que je vous ai indiqué, c'est que forcément, la pression dépendait du volume et de la température. Donc là, une petite définition. Dans ces cas-là, quand on peut écrire une relation de ce type-là, c'est que la pression est une fonction implicite du volume et de la température. De la même manière que le volume est une fonction implicite de la pression et de la température, et que la température est une fonction implicite du volume et de la pression. Et donc, ces variables d'état sont forcément reliées entre elles par une relation mathématique qu'on appelle une équation d'état. Et donc, évidemment, l'équation d'état la plus connue, c'est l'équation d'état des gaz parfaits, celle qu'on a encore abordée, enfin, celle qu'on a déjà abordée quand on a fait la théorie cinétique des gaz, et qui me dit que pour un gaz parfait, donc je vous rappelle que l'hypothèse du gaz parfait, c'est que dans un gaz parfait est un milieu qui est très fortement dilué, de telle sorte que les particules qui constituent ce gaz parfait n'interagissent pas entre elles. Et une autre hypothèse, on sait de dire qu'elles ont une extension spatiale qui est nulle, c'est-à-dire que ce sont des particules ponctuelles, mais cette hypothèse est moins contraignante, parce que même si elles avaient une extension spatiale, on resterait dans le cas d'un comportement d'un type gaz parfait. Je m'explique. C'est-à-dire que ici, j'ai représenté l'équation des gaz parfaits telle qu'on l'a retrouvée quand on a fait la théorie cinétique des gaz. Donc, on a vu qu'on avait deux façons différentes de l'exprimer, soit PV égale nRT, dans lequel petit n, c'est le nombre de moles, et R, c'est la constante des gaz parfaits, soit PV égale NKT, où dans cette relation-là, grand N, c'est le nombre de particules, et K, c'est la constante de Boltzmann. Ça, c'est l'équation des gaz parfaits. Et puis, on a vu que à partir de cette équation-là, on peut obtenir une autre équation d'état qui, elle, fonctionne lorsque le gaz n'est plus parfait, c'est-à-dire lorsque les particules, ne sont plus aussi distantes les unes des autres que pour un gaz parfait. En revanche, l'idée de l'extension spatiale d'une particule qui dit que le volume V occupé, qu'une particule peut explorer, ça n'est plus V, mais V moins petit b, un coefficient qu'on appelle le covolume. Eh bien, dans ce cas-là, si vous remplacez le volume du gaz par V moins B, donc dans ce cas-là, vous supposez que vos particules ont une certaine taille, et du coup que ces particules n'explorent plus le volume total de l'enceinte, mais un volume diminué par le volume total de toutes les particules qui sont dans l'enceinte, eh bien, vous obtenez une autre équation d'état qui est ici, P facteur de V moins B est égal à nRT. Or, il se trouve que ça, si on l'étudie un peu en détail, on se rend compte que ça marche aussi, ça représente aussi l'équation d'état d'un gaz parfait. Donc, pour l'hypothèse des gaz parfaits, on a deux hypothèses, mais l'une qui n'est pas forcément... En TD, on a vu... oui, je sais qu'il y a une erreur de signe dans mon transport, à chaque fois j'oublie, il y a un signe plus. D'ailleurs, je pense que c'est... Oui, à chaque fois j'oublie de le corriger, c'est un plus hein, ici. Oui. Donc, alors ça, c'est donc l'équation d'état des gaz parfaits. Et puis, j'avais terminé sur ce transparent quand on avait fait la théorie cinétique des gaz, un gaz, un fluide à ce moment-là. Donc, vous avez cette équation-là qui marche pour les gaz non parfaits, hein, donc les gaz dits réels, mais elle fonctionne également pour les liquides. Et cette équation-là, c'est l'équation qu'on appelle l'équation d'état de Van der Waals. Alors, n'oublie pas, il y a plus ici, je vais le mettre tout de suite comme ça. Voilà, ça, c'est fait. Donc, évidemment, si A et B sont nuls, vous retrouvez la première équation. Si A est nul, vous retrouvez la seconde. Donc, ça, ce sont deux équations d'état qui fonctionnent bien pour décrire le comportement d'un gaz parfait. Mais en revanche, si on veut, par exemple, étudier les transformations de phase, un gaz qui va se liquéfier, eh bien, l'équation d'état des gaz parfaits ne permet pas de décrire la liquéfaction des gaz. Un gaz parfait, lui, il ne peut pas changer d'état. Il faut forcément qu'on ait une équation de ce type-là. Et en fait, cette équation traduit le fait que lorsque je vais baisser la température, mon gaz va se comprimer et du coup, les distances entre les particules qu'il constitue devenant plus faibles, là, il faut tenir compte des interactions entre ces particules et c'est là où ça modifie complètement le comportement de mon système. Juste pour ici, comme ça en passant, je vous ai mis une autre équation d'état, on l'appelle l'équation d'état du viriel. En fait, cette équation d'état du virial, c'est prendre l'équation des gaz parfaits et rajouter des coefficients ici, en 1 sur V, en 1 sur V carré, etc., qui vont traduire justement la nature des interactions entre les particules. Et du coup, cette équation d'état du viriel, c'est probablement l'équation d'état la plus générale possible pour étudier les propriétés thermodynamiques d'un corps. Encore faut-il pouvoir déterminer la forme de ces coefficients B et C,
Et ça, c'est un problème assez, c'est même carrément un très, très gros problème de physique de thermodynamique statistique. Voilà, donc nous, on va surtout retenir essentiellement ces trois premières équations d'état. Ça, c'est simplement pour vous montrer que, en fait, on peut en imaginer plein d'autres. Elles peuvent être bâties à partir d'observations expérimentales. Donc, d'abord, première remarque importante, c'est que l'utilisation d'une équation d'état n'est possible que les systèmes étudiés aient à l'équilibre thermodynamique. On va voir que ça, c'est un point essentiel, puisque nous, ce que l'on va surtout étudier, c'est les transformations, hein. Par exemple, vous prenez un gaz, vous le comprimez, vous changez ses propriétés thermodynamiques. Mais ces équations d'état n'ont de sens que si le système est à l'équilibre. Il se trouve que si vous comprimez brutalement un gaz, votre gaz est mis provisoirement hors équilibre. Et au bout d'un moment, il va atteindre son état d'équilibre final, où là, vous pourrez effectivement appliquer cette équation d'état. Donc cette notion d'équilibre thermodynamique est tout à fait fondamentale et on verra toutes les conséquences que ça peut avoir par la suite. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'un système à l'équilibre thermodynamique? C'est ce que j'indique juste en dessous. Un système est en équilibre thermique ou à l'équilibre thermodynamique lorsque ces variables macroscopiques qui le caractérisent. L'équation de Van der Waals, elle est vraie pour les liquides, mais pas pour les solides. Les solides, c'est un peu plus... Pour les solides, on a on va surtout se servir des coefficients thermoélastiques en fait pour les solides. Mais vous pouvez. D'ailleurs, je pense qu'il y a peut-être un exercice où on s'amuse à écrire l'équation d'état d'un fil d'acier. Si mes souvenirs sont bons, mais je ne sais pas si celui-là je l'ai pas retiré. Mais voilà, vous prenez un fil d'acier que vous tendez, que vous chauffez, on peut définir l'équation d'état du fil d'acier. Et donc, pour les solides, ces équations d'état sont généralement définies à partir des coefficients thermoélastiques que j'ai définis précédemment. Donc, un système est en équilibre thermique lorsque les variables macroscopiques qui le caractérisent, P, V et T, ne varient plus au cours du temps. Donc, imaginez, vous prenez un gaz, vous le comprimez. Qu'est-ce qu'on pourrait... on peut imaginer tout ce qu'on veut, hein. Donc, on le comprime. Par conséquent, ce qui va se passer, c'est que si vous le faites brutalement, peut-être que le volume au départ que vous allez atteindre sera trop comprimé, puis après il va relaxer un petit peu, et puis à un moment, vous allez atteindre une situation d'équilibre où le volume ne variera plus. Imaginez l'expérience suivante, ça va peut-être mieux vous parler. Vous prenez ici une enceinte, poum, un piston mobile, et là vous mettez une très grosse masse. D'un seul coup, la masse va comprimer le gaz, mais ce qui va se passer, c'est que en fait, le piston qui est ici va, pendant un certain temps, avoir des petites oscillations. Donc imaginez ça, pardon. Imaginez, le gaz se comprime, et puis, parce que la masse est très importante, ça va se comprimer, le volume va être trop petit, puis après, le piston va remonter un petit peu, redescendre un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ça va faire des petites oscillations comme ça. Donc, si je veux tracer, effectivement, si par exemple, dans cette expérience, vous vous amusez à tracer, je vais faire ça, ce sera mieux. Imaginez que vous traciez dans cette expérience la variation du volume au cours du temps. Ça, c'est le temps. Ça, c'est le volume. Vous avez mis une grosse masse. Donc, votre volume va descendre brutalement, il va descendre trop. Donc, et si on fait, voilà, en gros, ce qui va se passer, ça va osciller ici. Et puis, à un moment, ça va s'arrêter d'osciller. Autrement dit, vous voyez que pendant un certain temps, votre système n'est pas à l'équilibre parce que son volume, pendant toute cette phase-là, son volume, ici, varie. Il n'est pas encore stabilisé. Et puis, au bout d'un certain temps, le volume, le piston arrête de bouger et on atteint effectivement l'équilibre thermodynamique et l'état final issu de cette expérience. Donc voilà, et ça, c'est aussi une notion fondamentale, la notion d'équilibre thermodynamique. Toutes ces grandeurs que je viens de vous définir, ce n'est pas seulement vrai pour l'équation d'état, mais toutes ces grandeurs n'ont un sens que si le système est à l'équilibre thermodynamique. Le volume du gaz, je ne peux le connaître, parce qu'en plus, enfin là, je vous l'ai tracé, hein, mais dans la réalité, c'est plus compliqué que ça. Donc, on ne connaît pas forcément le volume à tout instant de la transformation. Ce n'est pas l'état d'équilibre final.
Et donc, la pression et c'est pareil que pour la pression dans le gaz, hein, ici. Le gaz se comprimant, sa pression ici, pendant un certain temps, va osciller et pour atteindre une pression finale qui sera celle qu'on pourra calculer à partir de la masse du poids qu'on a mis sur le piston. Donc, toutes nos grandeurs thermodynamiques n'ont de sens que lorsque l'on est à l'équilibre. Quand je ne suis pas à l'équilibre, je ne peux pas définir la pression, la température, le volume d'un gaz. Il n'est pas stabilisé. Ce n'est que lorsque ces grandeurs se sont stabilisées qu'on va pouvoir effectivement leur donner une valeur et qu'on va pouvoir appliquer l'équation d'état qui va relier entre elles ces différentes grandeurs. Donc un système est en équilibre thermique ou à l'équilibre thermodynamique lorsque les variables macroscopiques qu'il caractérise, donc pression, volume, température ou autre, si c'est un autre type de système que je cherche à étudier, eh bien, ne varient plus au cours du temps. Et donc, cette notion d'équilibre thermodynamique a amené le physicien Maxwell à énoncer le principe qu'on appelle le principe zéro de la thermodynamique. Alors vous allez voir que c'est un petit peu compliqué les histoires de principes en thermodynamique. Comme je vous le disais, d'abord je fais plus mon petit aperçu historique, donc on ne peut plus voir ça dans le détail, mais historiquement, la thermodynamique, c'est cette branche de la physique qui est née au moment de la révolution industrielle et du besoin de caractériser le fonctionnement des machines thermiques qu'on commençait à fabriquer à l'époque. Une machine thermique étant une machine qui permet de convertir l'énergie thermique en énergie mécanique. Et donc, les premières lois, premières relations fondamentales de la thermodynamique, qui s'écrivent sous forme de principes. Alors, ce sont des principes. On en connaît plein des principes en physique. Alors d'abord, de façon générale, un principe, c'est quelque chose qui ne peut pas se démontrer, mais qui est issu de l'observation. C'est ça en physique. Le premier principe que vous connaissez tous, c'est le principe fondamental de la dynamique. C'est les équations de Newton. Somme des forces égale ma, c'est le PFD, principe fondamental de la dynamique. Donc c'est une relation qui ne se démontre pas, mais qui est admise parce qu'elle est issue de l'observation. Et en thermodynamique, en réalité, il existe plusieurs principes. Et toute la thermodynamique est bâtie autour de ces principes fondamentaux. Et historiquement, en fait, le premier principe qui a été énoncé, après on les a remis dans l'ordre, parce qu'il y a un ordre chronologique, mais il y a un ordre logique. Et l'ordre chronologique est un peu compliqué parce que le premier principe, c'est en fait le deuxième dans l'ordre logique. Le deuxième, c'est le premier, et le troisième, c'est ce qu'on appelle le principe zéro. Bon, juste ça, je ne veux pas vous mélanger, vous embrouiller avec tout ça. Et voilà, historiquement, on a énoncé plusieurs principes. En fait, toute la thermodynamique est bâtie sur 4 principes fondamentaux. Il y en a un qu'on ne verra pas, parce qu'il est un peu particulier, mais il y a 3 principes fondamentaux. Le premier principe, le deuxième principe, et ce principe zéro. Le premier principe, c'est la conservation de l'énergie. Le deuxième principe introduit la notion d'entropie. Et le principe zéro est lié justement à cette notion d'équilibre thermodynamique. Et donc le principe zéro de la thermodynamique, énoncé par Maxwell, me dit que 2 systèmes thermodynamiques en équilibre avec un troisième sont en équilibre entre eux. Ça paraît logique, mais il faut quand même l'énoncer. Donc ça, c'est le principe zéro de la thermodynamique. Donc cette notion d'équilibre thermodynamique est absolument fondamentale parce que ça n'est qu'à l'équilibre que l'on peut décrire le comportement de votre système, qu'on peut lui attribuer des valeurs aux variables thermodynamiques. Si je ne suis pas à l'équilibre, mon système évolue et du coup, je ne peux pas me dire que le volume final, ce sera telle valeur parce que je n'ai pas encore atteint l'équilibre thermodynamique. Alors, tout l'objet de ce que l'on va nous étudier, ce sont des transformations. Évidemment, si j'ai un système isolé, un système fermé, un système isolé, il n'y a pas d'échange mécanique, il n'y a pas d'échange thermique, il ne se passe rien. Donc, étudier quelque chose dans lequel il ne se passe rien, ce n'est pas très intéressant. Donc, tout l'objet de la thermodynamique, c'est aussi de pouvoir déterminer l'état final d'un système à partir de son état initial et de la nature des transformations qu'on fait subir à ce système. Donc, on va étudier les transformations
Et en fait, on va voir qu'il existe différents types de transformations. Donc là, je suis toujours dans l'énoncé de toutes ces notions un peu subtiles et fondamentales liées à cette discipline. Et donc, il y a une transformation. Donc, ici, je vais vous énoncer 4 types de transformations différentes. Donc, il faudra bien avoir en tête, hein, d'abord comment ces transformations se caractérisent, et puis aussi ce que ça signifie sur la façon de traiter le problème. Donc, vous avez un premier type de transformation thermodynamique qu'on appelle quasi-statique. Pour vous faire comprendre ce qu'est une transformation quasi-statique, imaginons la transformation que j'ai représentée sur ce transparent. Donc, l'objet de la thermodynamique est toujours de définir un état initial et, après la transformation, de pouvoir caractériser l'état final. Donc ici, je considère un système thermodynamique dans son état initial et dans son état initial, parce qu'encore une fois, c'est toujours pression, volume et température qui vont nous intéresser. Eh bien, cet état initial est caractérisé par ces 3 variables d'état, pression, volume et température, donc PI, VI, TI, pour la valeur de la pression, du volume et de la température dans cet état initial. Et puis, ce système va subir une transformation que je qualifie de quasi-statique, et donc on comprendra justement pourquoi elle est qualifiée de quasi-statique. Cette transformation me mène à un état final qui est caractérisé par ce nouveau jeu de variables d'état, pression finale, volume final, température finale. Pour parvenir à cet état final, j'imagine la transformation, l'expérience qui est indiquée ici. Vous prenez une enceinte, et cette enceinte est fermée par un piston mobile. Et puis, vous allez déposer un tout petit poids sur la paroi ici, sur ce piston mobile. Donc, ce que moi, je vais chercher à déterminer, c'est l'évolution de la pression en fonction du volume. Alors, pour l'expérience, je suppose par exemple que mon enceinte ici est diathermale. Autrement dit, la température du gaz à l'intérieur de l'enceinte sera toujours la température extérieure, ce qui fait que la température initiale sera égale ici à la température finale. Bon. Ce qui m'intéresse, moi, c'est comment évolue, par exemple, la pression en fonction du volume. Mais ça, c'est juste pour la petite expérience que je vous décris. On pourrait très bien faire le même type de raisonnement, mais en faisant varier très doucement la température dans le gaz et en regardant comment ce gaz voit son volume augmenter si le piston est mobile, parce que du coup, la pression dans le gaz est égale à la pression extérieure. Donc, dans le schéma d'expérience qui est ici, la température initiale sera égale à la température finale. Et ce qui m'intéresse, c'est comment varie la pression dans le gaz en fonction du volume. Évidemment, la pression dans le gaz varie parce que vous rajoutez une masse sur le piston. Il y a équilibre des pressions entre la pression dans le gaz et la pression extérieure. La pression à l'intérieur du gaz est en équilibre avec la pression extérieure. Vous mettez une petite masse, ici, le piston va descendre un tout petit peu, hein, et puis je vais atteindre l'état d'équilibre final très rapidement parce que la masse est très petite, donc il n'y aura pas ces oscillations que je vous ai indiquées précédemment. Et donc, en faisant cette expérience, comme si vous mettez des masses infiniment petites les unes à la suite des autres, eh bien vous pouvez imaginer que votre gaz se comprime, mais se comprime en restant tout le temps à l'équilibre thermodynamique. Autrement dit, tout au cours de cette opération, vous êtes capable de déterminer, de donner une valeur précise à la pression et au volume. Et donc, pour étudier la variation de pression en fonction de la variation du volume, je vais évidemment tracer ce genre de diagramme. Alors, ce diagramme-là, il porte un nom, mais je vous le redirai par la suite. On appelle ça un diagramme de Clapeyron. C'est pression en fonction du volume. Donc ici, je pars d'un état initial, caractérisé par sa pression PI et son volume VI. Et puis, je vais atteindre l'état final, caractérisé par sa pression PF et son volume VF. Alors, c'est l'inverse parce que je comprime dans mon expérience. Tiens, j'avais même pas. Oh, c'est ridicule, tiens. En fait, l'état initial est ici et l'état final est ici. Parce que vous allez rajouter des masses et donc vous comprimez, donc vous allez vous balader dans ce sens-là. Donc ici, ça c'est final et ça c'est initial. Bon, j'aurais très bien pu prendre l'expérience où j'ai mis une grosse masse et je les retire un peu à la fois, ça revient strictement au même. Mais bon, c'est juste pour... Voilà. Donc, imaginez, je mets une petite masse. Alors, du coup, ça change un petit peu l'ordre de tout ça.
Donc ça, c'est pas bon. Donc vous mettez une petite masse. Ce qui va se passer, c'est que la pression dans le gaz va augmenter un tout petit peu et le volume va diminuer. Donc ici, vous passez de là à là. Mais comme la masse est très petite, vous pouvez imaginer que vous restez à l'équilibre thermodynamique. On va se mettre hors équilibre, mais de façon tellement, sur une échelle de temps tellement courte qu'elle ne sera pas mesurable. Donc on peut supposer qu'on reste à l'équilibre. Et donc vous allez faire un tout petit saut ici dans le diagramme, hop, comme ceci. Vous allez arriver à la nouvelle valeur de pression et de volume, ici. Nouvelle valeur de pression et de volume. Et puis, vous continuez, vous remettez une petite masse à la fois, ce qui fait qu'un peu à la fois, vous allez décrire ces petits sauts, comme ça, hop là, hop là, hop là. Et puis, vous arrivez à l'état final. Donc ici, c'est final. Et ce que vous êtes capable maintenant de faire, c'est que comme ces modifications ont été très, très petites, infinitésimales, eh bien, on peut dire qu'au cours de cette transformation, on a suivi cette courbe qui est une courbe d'équilibre. On est tout le temps resté à l'équilibre. Et donc, si c'est un gaz parfait et que vous écrivez PV égale nRT, comme je suis à température constante, en fait, on va suivre l'équation d'état des gaz parfaits. Encore une fois, cette équation d'état n'a de sens que lorsque je suis à l'équilibre thermodynamique. Et ici, lors de cette expérience, j'ai fait varier la pression, mais de façon tellement petite un peu à la fois, que mon système ayant tout le temps été à l'état d'équilibre, en fait, je suis l'équation d'état précisément. Eh bien, ce type de transformation, on la qualifie de quasi-statique. C'est-à-dire que lorsqu'on est en présence d'une transformation quasi-statique, on sait que le système reste à l'équilibre thermodynamique tout au long des différentes étapes de la transformation. Et du coup, on suit effectivement la courbe, la loi de variation qui est décrite par l'équation d'état correspondante. Donc ça, c'est une transformation quasi statique. On verra les conséquences fondamentales que ça a par la suite lors de nos calculs. Là, c'est vraiment un des points les plus essentiels et peut-être un peu les plus délicats. Alors, au passage, dans ce schéma-là, vous remarquerez que j'ai indiqué que en thermodynamique, travail, c'est work. Et donc, le symbole qui va permettre de définir le travail mécanique, c'est W. Donc, W, ce sera toujours associé au travail mécanique. Donc là, j'ai effectivement fait subir un travail mécanique à mon système en rajoutant des masses. Encore une fois, il y a deux sources possibles responsables des modifications de l'état d'un système thermodynamique, c'est les échanges d'énergie sous forme mécanique ou sous forme thermique. Donc ici, j'ai pris sous forme mécanique, mais encore une fois, j'aurais très bien pu imaginer qu'au lieu de comprimer, je chauffais tout doucement, et cette fois-ci, la transformation quasi-statique, elle aurait résulté de l'application d'échanges thermiques avec le milieu. Donc ça, c'est une transformation quasi-statique. Alors évidemment, par opposition aux transformations quasi-statiques, vous avez les transformations qui sont non quasi-statiques. WNQS. On part toujours d'un état initial pour arriver vers un état final. Donc là, encore une fois, je me suis trompé parce que l'état final, c'est celui qui est comprimé et donc c'est celui qui est à plus haute pression. Donc là, c'est final. Et là, c'est initial. Dans l'expérience que j'ai décrite ici. Alors, donc, par opposition à l'expérience que j'ai décrite précédemment, cette fois-ci, au lieu de mettre une petite masse un peu à la fois pour comprimer mon gaz et le faire arriver vers son état final, je vais tout de suite mettre la masse équivalente, cette masse-là. Je mets l'équivalent, mais d'un seul coup, ce que j'ai représenté par ce gros poids. Et du coup, on va avoir quoi? Votre gaz va se comprimer, mais de façon très brutale. Et donc, vous partez d'état initial, mais entre l'état initial et l'état final, vous ne connaissez pas l'état d'équilibre, l'état de votre système thermodynamique, parce que vous êtes à hors équilibre. Et donc, si je dois tracer un diagramme dans mon diagramme de Clapeyron, je ne sais pas quel chemin a été suivi par mon gaz pour passer de l'état initial à l'état. Je ne sais pas du tout. Je n'ai aucune information sur l'état thermodynamique du système.
entre l'état initial et l'état final, parce que je ne suis pas à l'équilibre. Et que du coup, ces variables d'état ne sont pas définies. Elles ne sont définies qu'à l'équilibre. Alors, une petite propriété, c'est que dans ce cas-là, le travail effectué pour faire cette opération-là, où c'est une compression brutale, ce travail va être plus important que celui que j'avais effectué précédemment lors de l'opération quasi-statique. Un opérateur extérieur fournissant du travail au système, alors là aussi c'est un point essentiel, c'est que si c'est l'extérieur qui fournit du travail au système, nous ce qui nous intéresse c'est le gaz, d'accord ? Et donc, si l'extérieur donne du travail au système, W du gaz va être positif. En revanche, si c'est le système qui fournit du travail au niveau extérieur, au milieu extérieur, là, le W du gaz sera négatif. C'est lui, il aura cédé du travail. Quand le gaz reçoit du travail, ce travail est compté positivement. Lorsqu'il cède du travail, ce travail est compté négativement. Donc ça, c'est une convention. On n'a pas la même convention d'ailleurs avec les anglo-saxons. Mais bon. Donc, un opérateur extérieur fournissant du travail au système, dans ce cas-là, le W est positif, doit en fournir davantage si la transformation n'est pas quasi-statique. Inversement, s'il en reçoit, donc l'expérimentateur, l'opérateur extérieur, s'il reçoit du travail, donc dans ce cas-là, le W est négatif, il va en recevoir moins que dans le cas non quasi-statique. Ça, c'est une petite propriété qui différencie ces deux types de transformation. Quand vous allez faire des exercices, je crois qu'il y a un exercice où justement on va faire le même type d'opération mais quasi-statique et non quasi-statique, vous verrez que le bilan montre que le travail effectué ne sera pas le même pour passer de l'état initial à l'état final. Donc ça, c'est une transformation non quasi-statique. Des fois, on dit qu'elle est brutale. Donc, bon. En gros, ça veut dire que j'appuie ou je relâche brutalement un piston ou que d'un seul coup, j'ai une brutale augmentation de température. Voilà, c'est simplement ça. Mais les conséquences sont fondamentales. Parce que quand c'est brutal, on ne peut connaître que l'état initial et l'état final. Alors que quand c'est quasi-statique, on est capable de connaître l'état du système tout au long de la transformation. Donc ça, c'est les deux grandes catégories de transformation. Vous avez quasi-statique et non quasi-statique. Maintenant, derrière ces deux grandes classes de transformation, vous en avez d'autres un peu particulières. Vous avez ce qu'on appelle la transformation renversable. Alors ça, c'est une notion qui est un petit peu abandonnée, mais je vous en parle quand même parce qu'elle va me permettre de mieux vous faire appréhender les deux suivantes. Cette transformation renversable, cette notion a été introduite par le physicien et puis historien des sciences Pierre Duhem, qui enseignait d'ailleurs à Lille au début du XXe siècle. Ce que l'on sait, c'est que la plupart des transformations se font dans un seul sens. D'accord ? Par exemple, si vous mettez une source chaude en contact avec une source froide, eh bien, la source, le chaud va passer vers le froid. Ce n'est pas l'inverse. C'est-à-dire que la source froide ne va pas se refroidir pour réchauffer la source chaude. La source chaude va, elle, en revanche, se refroidir pour réchauffer la source froide. Donc, vous voyez que dans ce cas-là, ce transfert d'énergie thermique ne se fait que dans un seul sens possible. L'inverse est impossible. L'inverse est impossible. Bon, là, j'anticipe un petit peu. L'inverse est impossible, c'est le second principe qui me le dit. Le premier principe de la thermodynamique m'autorise tout à fait ce genre de choses un peu absurdes, mais en revanche, c'est pour ça qu'il faut un second principe, et c'est l'entropie qui va me permettre de le définir. Le second principe, c'est le second principe qui me dit que ça, c'est impossible. Bon, c'est une petite parenthèse. Et donc, on voit qu'il y a des transformations qui peuvent se faire uniquement dans un sens, mais on a quand même des transformations qui sont possibles dans les deux sens. On peut aller et revenir à l'état initial. On peut partir de l'état initial, aller vers l'état final, puis revenir vers l'état initial. Et ce type de transformation est qualifié de renversable, tout simplement. Elle n'est possible que pour une transformation quasi-statique. Donc, une transformation renversable est forcément quasi-statique. Donc, et inversement, une transformation quasi-statique pouvant se produire dans les deux sens est dite renversable. Donc, pour définir une transformation renversable, je prends l'état initial, je prends l'état final, et j'effectue un certain travail pour aller de l'état initial vers l'état final. Ce travail, je le note W, forcément
il est forcément quasi-statique, et ça, c'est le travail effectué pour aller de cet état-là vers cet état-là. Et puis, si c'est renversable, je dois pouvoir effectuer le chemin inverse, retourner vers l'état initial. Eh bien, si la transformation est renversable, eh bien, le travail effectué pour faire le chemin du retour, elle pourra être identique à celle effectuée pour faire le chemin aller, mais elle peut également être différente. C'est ça qui va qualifier la transformation de renversable. Le W, le travail effectué pour faire le chemin retour, peut être différent ou égal au travail effectué pour faire le chemin aller. Mais ces transformations sont forcément quasi statiques. Donc, elles vont suivre le chemin défini par l'équation d'état. Ce qui va me permettre de faire la distinction avec un autre type de transformation, c'est celle qui est qualifiée de réversible. Alors, vous voyez, la thermodynamique, c'est un peu sa complexité de voilà, tous ces termes, toutes ces subtilités. Ça, c'est renversable. Si je dis que le WQ retour est différent du WQ aller, ça veut dire que j'ai modifié l'état du système extérieur cette fois-ci. Souvenons-nous que l'état thermodynamique d'un système, on avait l'univers, donc ça c'est l'univers en fait, et vous avez le système. Eh bien, si le W retour est différent du W aller, eh bien, vous êtes revenu à votre point initial, mais vous avez modifié l'univers. Et ça, c'est une transformation renversable. Si vous ne modifiez pas l'univers, là, on dit que la transformation est réversible. De toute façon, en thermodynamique, ce qu'on fait, vous allez voir, quand on vos calculs, c'est on fait des bilans. On va faire des bilans de travail, des bilans d'énergie thermique. Et c'est à partir de ces bilans qu'on va pouvoir effectivement dire si on a modifié l'état du système ou si on a modifié l'état de l'univers, etc. Donc, voilà. La transformation renversable est caractérisée par les 3 points suivants. D'abord, elle suit un chemin parfaitement défini. Le chemin, et pour suivre un chemin parfaitement défini, il faut qu'elle soit quasi statique. À tout instant de cette transformation, on peut revenir en arrière. On peut renverser la transformation. En revanche, l'état du milieu extérieur, c'est-à-dire de l'univers, peut être modifié lors d'une transformation renversable. Donc, cette notion de transformation renversable, encore une fois, elle était plus ou moins abandonnée, mais elle permet de mieux appréhender les 2 transformations dont je vais vous parler par la suite, qui, elles, sont absolument fondamentales. Et ces transformations sont qualifiées de réversibles et de non réversibles. Donc, j'ai mis ici 2 citations, l'une de Paul Langevin et l'autre de Lord Kelvin. Si un changement est spontanément réalisable, le changement inverse ne l'est pas. Donc, en réalité, les transformations réversibles, ce sont des transformations idéales qui n'existent pas, mais qu'on peut malgré tout mettre en équation. Et en fait, ce qui va nous intéresser, nous, c'est en thermodynamique, c'est souvent l'écart à la transformation idéale. D'accord ? C'est la même chose que quand on fera les machines thermiques, on va toujours définir une machine thermique idéale et pour qualifier pour son rendement. Et puis, ce qui va nous intéresser, c'est la machine réelle, de voir si elle s'écarte plus ou moins du comportement idéal. Donc voilà, c'est en cela qu'en physique, on est parfois amené à étudier des situations qui n'existent pas, qui sont hypothétiques et qui représentent la situation la plus parfaite possible. Ce n'est pas cette situation parfaite qui nous intéresse. C'est la situation réelle, certes, mais ce qui va nous intéresser du coup, c'est l'écart entre la situation réelle et la situation parfaite. Plus vous vous en approchez, finalement, mieux c'est. Mais donc, pour ça, il faut quantifier cette situation idéale. Et donc, c'est cette notion de transformation réversible qui va en fait me permettre d'introduire cette notion de transformation idéale. Et on verra après qu'effectivement, chaque fois, on va se référer à ces transformations réversibles pour voir si on en est plus ou moins loin. Et plus on en est proche, au mieux c'est finalement en thermodynamique. Et donc, comme le disait Lord Kelvin, en fait, la nature ne peut pas revenir totalement en arrière. Là aussi, c'est le second principe de la thermodynamique qui me le dit. Hein, c'est la flèche du temps introduite par l'entropie qui me permet de dire que, en fait, on ne peut pas revenir totalement en arrière.
Si je reviens en arrière dans mon système, ça, c'est faisable. Mais du coup, je vais modifier le milieu extérieur. Donc, je n'ai jamais un retour total en arrière. Et c'est là où la notion de système thermodynamique est importante. C'est-à-dire que vous pouvez localement faire des retours en arrière, mais ces retours en arrière du système impliquent que pour l'univers, ça a changé. Et donc, le retour en arrière n'est pas vrai de façon globale. Il peut être vrai de façon locale. Et donc, après avoir défini ce qu'était une transformation renversable, je vais maintenant définir une transformation réversible. Il faut simplement garder en tête que une transformation réversible, c'est une transformation idéale. Idéale, mais qui n'existe pas dans la réalité, en fait. Ce qui est important, c'est l'écart à l'idéalité. Donc, je prends un système ici, dans son état initial, défini par pression, volume, température. Je vais dans l'état final, et donc j'effectue ce type de transformation. Donc, une transformation réversible, comme une transformation renversable, est forcément quasi statique. Vous effectuez un certain travail pour aller de cet état-là à cet état-là. Si la transformation est réversible, à ce moment-là, le travail que vous effectuerez pour revenir dans l'état initial devra être strictement le même que le travail effectué à l'aller. Et du coup, en faisant ça, et si vous faites un bilan thermique sur tout l'univers, puisque W aller, c'est moins W retour, quand vous faites la somme des deux, vous êtes revenu dans votre état initial. Donc, une transformation réversible est forcément quasi statique. Une transformation réversible est aussi renversable, alors qu'une transformation renversable n'est pas réversible. Donc, pour une transformation réversible, elle doit suivre un chemin qui est parfaitement défini parce que cette transformation est quasi statique. La transformation inverse doit être possible à tout instant en suivant le même chemin. Donc ici, ces deux points-là reprennent exactement les points d'une transformation renversable. Mais si on fait donc, subir au système la transformation qui va de l'état initial vers l'état final, puis qui revient vers l'état initial en suivant le même chemin, à ce moment-là, le travail échangé avec le milieu extérieur doit être nul. On a effectué en fait un cycle ici, ce qu'on appelle un cycle de transformation. Et comme le travail avec le milieu extérieur, il est le même à l'aller qu'au retour avec un signe moins, la somme est égale à 0. Donc ça, pour une réversible, me dit que l'intégrale sur le cycle de W est égale à 0, de delta W est égal à 0. Ça, c'est une transformation réversible. Donc, j'ai repris ici le schéma de la transformation réversible pour l'opposer du coup à la transformation non réversible ou irréversible. Donc, pour la réversible, on passe de l'état initial à l'état final, puis on revient vers l'état initial. Ce type de transformation ne doit coûter aucun travail avec le milieu extérieur, parce que sinon vous modifieriez l'état de l'univers, du milieu extérieur. Et donc, ça m'indique que cette transformation inverse doit se faire de façon spontanée. Je ne dois pas appliquer un travail supplémentaire pour pouvoir la réaliser. La transformation inverse doit être spontanée. Donc, comme je vous le disais, une transformation renversable n'est pas nécessairement réversible. Elle peut être non réversible ou encore qualifiée d'irréversible. Et donc ici, pour une transformation non réversible, eh bien, on part de l'état initial vers l'état final, on effectue un certain travail. Donc, encore une fois, une transformation quasi statique peut être irréversible. Vous voyez, je comprends la complexité de tout ça à assimiler. Mais une transformation quasi statique peut être irréversible. Encore une fois, si vous prenez une source chaude et une source froide, le transfert peut se faire très lentement de la source chaude vers la source froide, mais le retour ne pourra pas être possible. Donc, une transformation irréversible peut être quasi statique malgré tout. Donc, vous effectuez du coup un travail pour aller de l'état initial à l'état final qui peut être quasi statique ou non quasi statique, qui peut être brutal. Et puis, vous revenez vers l'état initial et pour une transformation non réversible, elle est renversable, puisque je reviens à l'état initial, mais elle n'est pas réversible. Et bien, dans ce cas-là, ce qu'on a dit, c'est que le travail que vous allez effectuer pour revenir à l'état initial, vous allez devoir dépenser plus de travail que pour être allé de l'état initial vers l'état final. Donc, une transformation renversable est irréversible si elle coûte du travail au milieu extérieur. Et comme je vous l'indiquais précédemment, c'est le second principe de la thermodynamique qui va me permettre de déterminer si une transformation est réversible ou non.
Et donc, ce second principe est directement lié, encore une fois, à cette notion d'idéalité que je vous ai indiquée précédemment. Grâce au second principe, on va pouvoir non seulement déterminer si une transformation est réversible ou non, mais en plus, on va pouvoir quantifier l'écart par rapport à cette situation idéale réversible. Donc voilà, ce petit point-là est probablement un des plus délicats. La notion de transformation quasi-statique, réversible, renversable, irréversible, c'est si vous réussissez à bien assimiler ça, mais là, je pense que ça va se faire chez vous tranquillement à tête reposée en fonction de ce que je vous ai dit. Déjà, ce sera pas mal. Toujours dans ce vocabulaire de la thermodynamique, hein, qui est extrêmement riche, malheureusement, eh bien, je vous ai ici mis un certain nombre de transformations, puisque, encore une fois, ce qui nous intéresse en thermodynamique, c'est d'étudier les transformations d'un système entre son état initial et son état final. Et il y a plein de façons différentes d'effectuer ce type de transformation. Donc, un système à l'équilibre peut évoluer suite à une perturbation d'une contrainte extérieure ou d'une modification des échanges avec le milieu extérieur. Encore une fois, c'est soit des échanges mécaniques, soit des échanges thermiques, soit les deux. Alors, ce sont les deux seules sources possibles permettant de modifier l'état thermodynamique d'un système. Soit un travail mécanique, soit un échange sous forme d'énergie thermique. Et donc, ce faisant, votre système va passer d'un état initial vers un état final. Et on peut, comme je vous le disais, imaginer plein de types de transformations différentes pour passer de l'état initial. Vous en avez une infinité possible. Quelques-unes sont un peu particulières et c'est celles que j'ai présentées ici. Alors d'abord, vous avez la notion de transformation infinitésimale, mais ça, j'en ai parlé un petit peu précédemment, c'est ce qu'on appelle une transformation quasi-statique. Les modifications se font très, très lentement, de sorte que votre système va être constamment à l'état d'équilibre thermodynamique au cours de la transformation. Alors, vous avez, ça on l'a vu aussi au travers des petits exemples que je vous ai présentés, on peut très bien décider de faire une transformation où la pression à l'intérieur de l'enceinte du gaz resterait constante. D'accord ? Donc, imaginez une enceinte avec un piston, ce piston est mobile, autrement dit, la pression dans l'enceinte va toujours être en équilibre avec la pression extérieure, et donc la pression ne variera pas. Et du coup, ce type de transformation, on la qualifie de isobare. Donc, une transformation isobare, dans une transformation isobare, la pression dans le gaz va rester constante tout au long de la transformation. Et du coup, ce type de transformation est forcément quasi statique, parce que en disant ça, je suppose que je connais la pression tout au long de la transformation. Or, si je connais cette pression tout au long de la transformation, c'est que cette transformation est forcément quasi statique. Donc, une transformation isobare est nécessairement une transformation quasi statique. La pression va rester constante tout au long de votre transformation. On peut imaginer de la même manière une transformation pendant laquelle c'est le volume qui reste constant tout au long de la transformation. Et donc, dans ce cas-là, cette transformation est qualifiée d'isochore. Et comme pour la transformation isobare, ce type de transformation est nécessairement quasi statique. Et puis, vous avez la transformation dite isotherme, pour laquelle la température reste constante, est connue et reste constante tout au long de la transformation, qui est donc nécessairement également quasi statique. Donc, ces trois transformations-là sont les plus simples. Isobare, isochore, isotherme. D'ailleurs, toujours pensez que si je vous dis ça, c'est que c'est quasi statique et que je peux effectivement représenter l'évolution des autres variables dans un diagramme adapté. Donc, transformations qui sont nécessairement quasi statiques. Alors, vous avez un peu leur pendant. Donc là, je vous ai dit ce qu'était la transformation isotherme. Vous avez une transformation qui est qualifiée de monotherme. Alors, il y a une petite subtilité entre les deux. Dans une transformation monotherme, la température finale est égale à la température initiale. Mais entre les deux, la température peut varier. Donc, une transformation isotherme, la température reste constante, donc la température finale est égale à la température initiale, mais tout au long de la transformation, cette température reste la même. Dans une transformation qui est monotherme, la température finale est aussi égale à la température initiale, mais entre les deux, cette température peut varier. Autrement dit, une transformation monotherme, déjà, n'est pas forcément quasi statique. Elle peut être non quasi statique et irréversible.
Donc, une transformation au cours donc c'est un processus, une transformation monotherme est un processus qui s'effectue dans un système à température extérieure constante. La température du système peut varier, mais comme la température extérieure reste constante et que le système est en équilibre avec la température extérieure, cette température du système va revenir à la température de l'état initial, qui effectivement est celle de l'extérieur. Donc ça, c'est une transformation qui est monotherme. On fait bien l'attention entre isotherme et monotherme. Isotherme, c'est forcément quasi statique. Monotherme, ça ne l'est pas. Et de la même façon, on peut définir une transformation qui est monobare. C'est exactement le même principe. La pression initiale va être égale à la pression finale, mais entre les deux, la pression va pouvoir varier. Alors que pour une transformation isobare, cette pression restera toujours égale, toujours constante. Et donc, pour une transformation monobare, c'est un processus qui s'effectue dans un système à pression extérieure constante. Et donc, on peut très bien imaginer avoir une forte détente. Donc, imaginez, vous détendez votre gaz brutalement. Attendez, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme expérience? Ouais, par exemple, vous prenez, pour une monobare, vous prenez une enceinte, comme ça. Là, le piston est mobile. Là, la pression qui est ici est en équilibre avec la pression extérieure. Okay. Et puis, vous allez chauffer très brutalement le gaz qui est contenu dans l'enceinte. Autrement dit, ce qui va se passer, c'est que votre piston va se détendre brutalement. Mais comme c'est une transformation brutale, eh bien, la pression ici va éventuellement varier. Mais à la fin, quand je serai arrivé à l'équilibre final, eh bien, normalement, je dois retrouver la pression dans le gaz qui est égale à la pression extérieure. Mais entre les deux, la pression dans le gaz a pu varier. Donc ça, c'est une transformation qui est monobare. Et vous avez, donc ça, on comprend bien ce que c'est. Hein. Donc là, volume, pression et température sont voilà, c'est finalement les paramètres déterminants. Hein. Dans une monotherme, c'est la température qui est déterminante. Température finale égale température initiale. Isotherme, bon, la température ne varie pas. Mais il y a un type de transformation où, en fait, les trois peuvent varier. Donc, toutes celles que j'ai indiquées précédemment, ici, eh bien, à l'état initial, vous retrouvez une valeur de l'état à l'état final, vous retrouvez une des valeurs de l'état initial. Mais vous avez un type de transformation où, à l'état final, pression, volume et température auront changé. Et pour certains types de transformations, eh bien, la transformation est qualifiée d'adiabatique. Donc celle-là est fondamentale. Ce type de transformation est fondamental. Et on va, notamment quand on étudiera les machines thermiques, elle va intervenir assez fréquemment. Alors souvenons-nous d'abord de ce qu'est une enceinte adiabatique. Donc évidemment, une transformation adiabatique va s'effectuer dans une enceinte qui est du même nom, qui est une enceinte adiabatique. Autrement dit, si vous vous souvenez de ce qu'on a dit de l'enceinte adiabatique, une enceinte adiabatique, si je reviens un petit peu en arrière, voilà, une paroi adiabatique. Donc avec une enceinte adiabatique, il n'y a pas d'échange d'énergie thermique avec le milieu extérieur. Autrement dit, lors d'une transformation adiabatique, eh ben, une transformation adiabatique s'effectue sans transfert thermique. Il peut y avoir échange mécanique, mais il n'y aura pas d'échange thermique entre le système étudié et le milieu extérieur. Donc, il faut bien avoir ça en tête parce que vous verrez les conséquences que ça a, notamment sur l'application du premier principe de la thermodynamique. Transformation adiabatique, et enfin, un autre type de transformation, mais bon, il n'y a rien de particulier, c'est ce qu'on appelle une transformation cyclique. Donc, en fait, on effectue un cycle. Ce type de transformation, évidemment, c'est la base du fonctionnement des machines thermiques, des moteurs, des réacteurs de chaleur, parce qu'en fait, vous effectuez évidemment tout le temps un cycle thermodynamique. Votre système va effectuer toute une série de transformations qui vont être cycliques. On reviendra toujours à un état, etc., etc., etc. Donc ça, ce sont des transformations qui sont qualifiées de cycliques. Pour continuer dans nos petites définitions et voilà, les petits aspects fondamentaux de la thermodynamique, on a vu que dans les descriptions que j'ai faites précédemment, je vous avais fait des représentations graphiques. Il y en a une ici, pression, volume.
On aime bien représenter, ça aide à la compréhension souvent du problème, de représenter les transformations dans des diagrammes. Et donc, par exemple, si vous prenez ce diagramme pression-volume, eh bien, vous voyez qu'une transformation isochore se fait à volume constant. Par conséquent, si vous partez de l'état initial ici, eh bien, une transformation isochore, vous allez suivre le chemin qui est celui-ci qui va amener vers cet état final. Si c'est une transformation isobare, elle est à pression constante, on va suivre le chemin qui est ici. Alors là, il y a une petite subtilité, encore une de plus, c'est que quand votre transformation est quasi statique, alors c'est le cas pour isobar et isochore, on peut représenter ce chemin par une droite, une droite continue, pas des pointillés. Pourquoi quelque chose, une droite pleine? C'est parce que, comme c'est isobar, je connais la valeur du volume tout au long de la transformation. Mais si c'est une transformation monobar, je pars de cet état-là vers cet état-là, et je vais mettre des pointillés parce que, en fait, entre les deux, je ne sais pas trop ce qui se passe. Ce n'est pas forcément quasi statique. Donc, souvent, dans des représentations graphiques, il faut bien faire attention entre un chemin que je connais précisément quand j'ai une transformation quasi statique et un chemin que je ne connais pas précisément, où là, je vais plutôt mettre des pointillés parce que je ne sais pas ce qui se passe entre les deux. Mais bon, vous voyez toujours est-il qu'on aime représenter dans des diagrammes adaptés nos transformations thermodynamiques. Donc, quand c'est isobar et isochore, le diagramme PV me semble parfaitement adapté. Et donc, on a un certain nombre de diagrammes différents, certains qu'on verra, d'autres qu'on ne verra pas. Le plus courant, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Clapeyron. Donc, souvenez-vous du nom. Hein, quand on vous demande de tracer la transformation dans un diagramme de Clapeyron, eh bien, c'est un diagramme pression-volume, tout simplement. Le diagramme de Clapeyron, c'est un diagramme pression-volume. Donc, vous voyez, par exemple, ici, il y a ce ABCD, c'est un cycle de transformation. En fait, ça, c'est le cycle d'un moteur diesel. Donc, vous partez du point A, qui est donc votre gaz a un volume VA et une pression PA. Vous comprimez votre gaz pour arriver au point B, et vous pouvez le comprimer de façon isotherme. Du coup, là, vous allez suivre une isotherme d'équation PV égale constante. Ici, vous avez une isobar. Là, vous avez une isotherme, éventuellement, mais ça peut être aussi une adiabatique. Et là, vous avez une isochore. Et en fait, donc là, on va déterminer les valeurs des grandeurs thermodynamiques en chaque point de ce cycle, par exemple. Donc ça, c'est un diagramme qui est vraiment celui-là, on va constamment l'utiliser, le diagramme de Clapeyron. Vous en avez un plus délicat, c'est ce qu'on appelle le diagramme d'Amaga, où au lieu de tracer pression en fonction de volume, on trace le produit PV en fonction de V. L'avantage de ce diagramme, c'est qu'il permet de voir quand votre gaz parfait devient un gaz réel. Si vous refroidissez votre gaz parfait, à un moment, il va se transformer en gaz réel. Et ça, c'est ce diagramme-là qui permet de le voir. Parce qu'en traçant PV en fonction de V, pour un gaz parfait, on a PV égale constante, donc on doit avoir une droite. Et si on n'a plus une droite, à ce moment-là, on n'a plus le comportement d'un gaz parfait. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on appelle le diagramme d'Amaga. Celui-là, on ne va jamais l'utiliser. En revanche, lorsqu'on va étudier les changements d'état de la matière, on va utiliser ce diagramme-là qu'on appelle tout simplement un diagramme de phase, qui représente cette fois-ci non pas pression en fonction du volume, mais la pression en fonction de la température. Et dans ce diagramme de phase, on a ici représenté les différents états de la matière du composé qu'on étudie. Si par exemple, comme c'est le cas ici, c'est de l'eau, eh bien vous avez ce diagramme qui me permet de dire que si par exemple je suis à la pression de 1 atmosphère et à la température de 50 degrés, et ben forcément, je suis dans l'état liquide. Quand j'arrive à 100 degrés, j'arrive au point d'ébullition. Et j'arrive sur cette courbe qu'on appelle une courbe d'équilibre. C'est la courbe d'équilibre entre la pression, l'eau liquide et l'eau gazeuse. En revanche, si je suis à la température de 0 degré C, à 1 atmosphère, là, je suis sur la courbe d'équilibre entre la phase solide et la phase liquide. Et en revanche, si je baisse en dessous de 0 degré, là, cette fois-ci, j'ai de la glace. Donc, vous voyez qu'on peut, dans ce diagramme-là, on voit le comportement d'un corps en fonction de sa pression et de sa température. Et on a représenté les différentes phases de ce corps, liquide, solide et gazeux, avec des points un peu particuliers dont on parlera par la suite, notamment ce point très, très curieux, parce que en ce point-là, les trois états, liquide, solide et gazeux, vont coexister. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un diagramme de phase. Et c'est un diagramme pression-température.
Quand on va aborder le second principe de la thermodynamique et aussi quand on étudie les machines thermiques, c'est surtout pour les machines thermiques, on va utiliser ce diagramme qu'on appelle un diagramme entropique, où là, cette fois-ci, on trace la température en fonction de l'entropie du gaz ou du liquide. Donc, diagramme entropique, donc, encore une fois, il va être très utile lorsqu'on étudiera les machines thermiques. Et puis, vous avez un enthalpique, donc, qui introduit non pas l'entropie, mais l'enthalpie, qu'on verra la semaine prochaine. Donc, c'est un diagramme en pression en fonction de l'enthalpie. Et puis, en fait, vous en avez encore d'autres. Là, je vous ai mis les principaux. Alors, quand on fera les machines thermiques, il y en a, je devrais peut-être le rajouter, il y en a un petit nouveau qui va arriver, ce qu'on appelle un diagramme de Ravo. Le diagramme de Ravo, c'est un diagramme tout à fait fondamental dans l'étude des machines thermiques parce qu'il permet effectivement de définir les zones d'utilisation d'un moteur ou d'un réfrigérateur. Voilà. Donc voilà, encore une fois, on aime représenter nos transformations dans un diagramme. Le plus courant, celui que vous avez utilisé le plus souvent, c'est le diagramme de Clapeyron. Mais quand on fera les changements d'état de la matière, on utilisera le diagramme de phase. Et lorsqu'on fera les machines thermiques, on utilisera le diagramme entropique et le fameux diagramme de Ravo qu'il faudrait que je rajoute ici dans mon transparent. Bien. Ça fait déjà beaucoup de choses pour aujourd'hui. Donc, on va s'arrêter là. De toute façon, il est l'heure.